Écoutez, bienvenue donc dans cette quatrième conférence, hein. Je rappelle que nous avons envisagé un cycle qui visait à donner un peu effectivement d'épaisseur et des approches de contexte sur des questions qui évoluent, je dirais, un peu tous les jours, hein. On est dans des histoires très, très évolutives. Et que donc, d'un côté, le pôle a des formations opérationnelles, je dirais, et là, c'est plutôt une réflexion un peu générale. Donc, nous avons eu déjà 3 séances. Celle-ci va porter en fait sur l'histoire et les fondements de la responsabilité sociétale. Nous avions envisagé dans la séance précédente l'histoire du développement durable et la façon dont il s'était institutionnalisé. Eh bien, on va essayer de mener la même question, mais sur la question RSE. Et puis, on approfondira dans des séances ultérieures les concepts qui sont derrière la RSE et notamment la mise en place de l'ISO 26000 à laquelle j'ai participé. Alors, pratiquement, ce qu'on vous propose, c'est peut-être un peu d'interaction. Donc, on a ouvert donc vous avez le lien dans le chat. Donc, peut-être Clémence peut expliquer comment ça va fonctionner. Alors, donc du coup, c'est un nuage de mots, mais je crois qu'ils ont déjà compris vu que j'ai déjà des réponses qui arrivent. Donc, c'est le lien qui est dans le chat. Vous cliquez dessus et après ça, vous pouvez répondre à la question donc autant de fois que vous voulez. Et la question, c'est quels sont les mots-clés que vous associez à la responsabilité sociétale? Et donc, j'ai déjà pas mal de réponses. Bon, bah écoutez, on va quand même continuer, vous laisser au fil des prochains slides y répondre, et puis ensuite on regardera ensemble les résultats. Donc, le plan de mon intervention, donc c'est vraiment les racines historiques de la responsabilité sociétale et puis les grandes étapes de son institutionnalisation, de la façon dont effectivement les institutions se sont emparées de cette question-là, et puis donner quelques éléments de référentiel si on a le temps. Mais on va tout de suite commencer sur les sources historiques. L'objectif est donc de comprendre un peu les forces en présence, quels sont les acteurs et les tensions qui se sont fait jour et les différentes approches qui peuvent avoir lieu derrière, et on verra que c'est extrêmement important. Alors, les origines, donc quand on remonte vraiment à l'histoire, alors on peut aller au niveau européen retrouver un certain nombre de ferments de la RSE à travers les approches paternalistes, mais qui ont été un peu, enfin, qui n'ont pas perduré beaucoup, même si c'est un courant qui a existé. Alors, je vais commencer par l'origine américaine des États-Unis parce que c'est assez important dans tous les enjeux de politique qui ont eu lieu après. Alors, historiquement, hein, il y a quand même une approche religieuse, hein. Il y a un sociologue, Weber, qui considérait que le capitalisme américain était directement issu du protestantisme, donc les liens entre religion et vision du monde étaient importantes. Et donc, cette relation a toujours été établie aux États-Unis. Alors, il y a évidemment les Quakers, la version la plus extrême, hein, les Quakers qui excluent un certain nombre d'activités économiques qui sont jugées immorales. Hein. Donc, maintenant, quel est le périmètre de la moralité? Au XVIIe siècle, quand on était sur des questions de moralité bon, c'était les questions d'armement, le commerce des esclaves, évidemment, hein, c'était de 17 et 18e siècle. Alors, au 20e siècle, il y a eu toute l'époque la prohibition d'une certaine façon, c'est-à-dire avec des activités, l'alcool, le tabac, le casino, la pornographie, et tout ceci devait être combattu. Et donc, se sont mis en place des approches qui permettaient à ne pas financer, que les investisseurs pouvaient choisir donc d'exclure un certain nombre d'activités. Donc ensuite, donc c'était une approche, je dirais, un peu de droite, si j'ose dire, assez conservatrice. Alors après, il y a eu la guerre au Vietnam avec une sorte d'approche de gauche, hein, et c'était à l'époque Galbraith qui contestait le complexe militaro-industriel et qui encourageait donc à avoir des portefeuilles d'entreprises non engagés dans la guerre. Et donc, je rappelle que l'engagement américain était de 64 à 75. Et donc, on a des entreprises qui je dirais, ne devaient pas participer à ça. Alors, donc, tout ça, ça a constitué un certain nombre d'agences de notation, hein, d'acteurs qui évaluaient et qui
je dirais, constituaient des portefeuilles d'entreprises acceptables. Donc, les individus avaient besoin de vérifier les activités des entreprises. Il y avait des agences qui faisaient ça pour eux. Et puis, ça a glissé aussi sur l'environnement. Hein. Après l'armement, il y avait l'environnement, et avec une ébauche aussi de discours. Mais finalement, l'élargissement à l'environnement, c'est moral, mais en même temps, c'est aussi efficace. Et donc, avec l'idée qu'il y avait un lien entre performance environnementale et performance économique, ce qui est en matière de protestantisme, d'ailleurs, pas contradictoire, puisqu'en fait, la réussite était quand même une reconnaissance par Dieu de qualité, etc., etc. Donc, on est quand même dans cette logique-là, au point où d'ailleurs, bien faire plus récente, puisque ça date de 1915, donc Standard & Poor's, qui est une des agences de notation importantes, a publié en août 2015 donc un indice catholique qui applique donc les critères d'un fonds, donc le SP500, donc des 500 grandes entreprises qui sont alignées sur les valeurs catholiques telles qu'elles avaient été définies par les évêques catholiques des États-Unis. Et donc, alors, c'est une logique d'exclusion comme auparavant. Hein, donc, sont exclues les activités donc, liées à l'avortement, à la contraception. Donc, des entreprises qui seraient liées à la contraception sont exclues de ce fonds. Les loisirs d'adultes, les armes biologiques et chimiques ou nucléaires, les enfants dans les activités de l'entreprise ou dans la chaîne d'approvisionnement. Enfin, il y a quand même une tolérance à 50% pour les entreprises engagées dans l'armement conventionnel. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur la logique qui avait été publiée très peu de temps après du pape François, hein, sur l'encyclique, donc c'est la vision des évêques américains qui sont particulièrement conservateurs. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec un conflit de ne pas donner la communion à des gens qui auraient, aux homosexuels. Enfin bon, il y a aujourd'hui donc cette question reste. Et donc les agences de notation n'ont pas de frontières intellectuelles et donc ont élaboré ce fonds donc d'entreprises qui vont dans la lignée. Alors est-ce que c'est une guerre de religion? Non, puisqu'il y a déjà eu auparavant un texte, un index de référence conforme à la charia islamique qui avait été élaboré. Alors vous avez sur le site, vous pouvez trouver l'augmentation la variation du cours des entreprises qui sont dans ce fonds, dans ce portefeuille d'actions. Alors après, vous pouvez vous amuser à comparer si les catholiques sont plus efficaces que les protestants ou que les islamistes, mais bon, ça c'est une autre question. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique-là. Alors finalement, il y a quatre grandes, la partie financière, hein. Donc il y a eu, je dirais, plusieurs étapes. Alors les modes d'évaluation et d'engagement. Alors il y a la sélection positive, la sélection négative, on vient de la voir à travers les exclusions. La sélection positive, donc on parle pas de développement durable, on parle environnement, social et gouvernance, la gouvernance étant le mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc on reviendra sur cette question-là. Et donc, alors il y a plusieurs méthodes pour constituer effectivement ces évaluations, ces portefeuilles. L'approche best in class, les meilleurs donc au sein d'une activité donnée. Donc on prend dans une activité donnée un certain nombre de critères et puis on va dire là-dedans voici les meilleurs et donc on les classe. Il y a la best in universe, c'est celles qui permettent aussi de considérer qu'il y a certaines activités qui ne doivent pas être confirmées et donc qui ne rentrent pas dans la durabilité et que donc c'est plus je dirais, général. Donc, il y a des activités qu'on ne va pas retenir dedans. Et puis enfin, les best efforts, c'est ceux qui sont le plus engagés, qui font le plus d'actions, même si ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, si j'ose dire, mais qui sont dans l'efficacité. Alors, là, il s'est constitué effectivement toute une doctrine à travers le rôle des investisseurs, le rôle des actionnaires et la place des actionnaires par rapport à l'entreprise et la façon dont les actionnaires peuvent jouer avec leurs valeurs éthiques sur l'entreprise, avec donc ce qu'on appelle l'engagement actionnarial, c'est toutes les questions liées au droit de vote et au pouvoir effectif qu'ont les actionnaires par rapport au devenir de l'entreprise. Donc là, il y a toute une tradition qui a évolué et qu'on a encore aujourd'hui. Alors, ça suscite évidemment un certain nombre de débats. Il y a eu des débats très, très lourds aux États-Unis, et notamment le Milton Friedman, qui est je dirais, un libéral
avérée. Donc, dans un ouvrage qui était Capitalisme et liberté, l'école de Chicago, disait que la vocation de l'entreprise dans une société libre, c'est de faire de plus d'argent possible pour les actionnaires. Et donc, si on voulait leur donner d'autres vocations, c'était subversif. Et donc, alors il dit, si les hommes d'affaires ont une responsabilité autre que celle du profit maximum pour les actionnaires, comment peut-il savoir ce qu'elle est? Et donc, il dit, les individus privés autodésignés peuvent-ils décider de ce qu'il est l'intérêt de la société? Donc, il y a cette idée, non, non, le business doit être neutre par rapport à toutes les questions morales. Et donc, ça, c'est le pouvoir des shareholders, des détenteurs d'actions. Alors, il y a une théorie qui est venue après, alors plus échevelée, si j'ose dire. Quand on voit la photo des deux, on comprend ce que je veux dire. Et donc, qui est la théorie donc, de Freeman, qui n'est pas Friedman, mais Freeman, qui parle des stakeholders, des détenteurs d'enjeux, c'est-à-dire c'est un individu, un groupe d'individus donc qui peut affecter ou être affecté par les objectifs d'une organisation. Donc, il y a eu là cette idée d'ouvrir, en fait, de dire il n'y a pas que les parties prenantes actionnaires, il y a aussi donc d'autres parties prenantes. Et donc, ça a été vraiment un changement et donc un élargissement de la vocation de l'entreprise à prendre en compte des parties prenantes extérieures, avec une idée d'ailleurs, c'est si on prend en compte ces parties prenantes, on est plus en phase avec la société et on peut mieux offrir des produits et des services. Donc, c'est aussi une efficacité. Donc après, on a été sur cette idée de efficacité et morale à travers les travaux d'Elkington sur la triple bottom line, la triple performance, qui se redéclinait d'ailleurs, puisque c'est en 97 qu'il a dit ça. On était en 92 avec le développement durable. En 92, on ne parlait pas des trois piliers, hein, on était plutôt sur le développement et l'environnement. Et ça a glissé. Alors, au niveau global, on parlait des 3 P, People, Planet and Profits. Et puis, donc, avec l'idée d'une triple ligne d'évaluation. Donc, ça, on est en 97, avec toute une construction. Non seulement on répond effectivement à ces 3 questions, mais cette performance est bonne pour un certain nombre d'enjeux. Alors, voilà un exemple, un papier un peu plus récent, mais qui décline les différents niveaux de performance. Donc là, on parle de performance globale avec une performance environnementale, une performance économique et une performance sociale, sachant que et chacune a des intérêts, donc diminution de la pollution, sécurité des produits, sécurité des installations, épuisement des ressources. Donc tout ceci, c'est aussi bon pour le business. Et de même, ici, dans la performance sociale, on a des éléments qui, eux aussi, sont bons pour le business. Donc, on est vraiment dans cette idée d'une performance globale et que l'intégration de l'environnement et d'aspects sociaux était un des éléments d'une performance globale qui servait aussi l'économie. Donc, voilà je dirais le panorama. Pour finir sur cette introduction, on se retrouve en fait avec des approches en fait qui s'opposaient. Et ici, je vous mets dans cette planche, d'une certaine façon, le niveau de la négociation et des positions des acteurs à l'orée de la négociation sur l'ISO 26000 au début des années, enfin en 2005, quand on a démarré. En fait, on a 2 fondements complètement différents. Il y a un fondement contractualiste, c'est-à-dire qui est axé sur les parties prenantes et la relation directe de l'organisation avec la société. Globalement, c'est l'approche nord-américaine qui considère que effectivement l'entreprise est membre d'une communauté et elle doit rendre compte à des parties prenantes de cette communauté, mais pas du tout à les institutions fédérales, bureaucratiques, etc., absolument contre. Et on retrouvera d'ailleurs cette opposition. Et c'est pour ça que les États-Unis n'ont pas voté l'ISO 26000 parce qu'on a adopté l'autre vision qui est une vision institutionnaliste. Alors, je n'ai pas développé ici, je n'avais pas le temps, la position européenne qui était la RSE, c'est d'aller au-delà de la réglementation. Donc, il y avait, je dirais, les objectifs sont fixés par la réglementation et en fait, on va plus loin grâce à la RSE. Donc, ça, c'est une vision institutionnelle. Donc, ça, c'est les fondements qui sont quand même très différents. Et puis, il y a l'objet, les approches qu'on va mettre en place. Alors, soit on est sur du procédural, c'est-à-dire les processus, les procédures qu'on va mettre en place, et puis où c'est substantiel sur la performance réelle, sur les
des performances pratiques et concrètes qu'on mesure avec des indicateurs, avec un certain nombre de choses. Et on voit très bien que l'approche nord-américaine était plutôt, eh bien, on va mettre en place des procédures de relations avec les parties prenantes, donc une approche procédurale. Donc, je mets en place un processus où je vais dialoguer avec les uns et les autres, et ensuite, donc, parce que j'ai mis en place le bon processus, je suis en phase avec la société, et donc, c'est les parties prenantes qui vont juger de ma performance. Il y a l'autre approche qui mesure la réalité concrète des choses et donc l'approche européenne est plutôt substantive. On va au-delà des réglementations, on va, même si on prend en compte des parties prenantes, on est quand même sur de la performance. Donc on a vraiment deux visions différentes. Alors avec dans les alliances, du côté entre guillemets procédural, il y a toute la culture de la normalisation qui existait à travers l'ISO 9001, l'ISO 14001. Au début d'ailleurs de la négociation ISO 26000, il a été proposé qu'il y ait une norme sociale qui permettrait de rajouter le troisième pilier social, donc un système de management social comme il y a l'ISO 9001 pour l'économie, la 14001 pour l'environnement, ben, il y en avait un troisième qui serait un système de management social et l'ensemble ferait le développement durable. Donc ça, c'était la position prise à l'intérieur de la commission des consommateurs de l'ISO. Donc il y avait vraiment dans les organismes de normalisation, un peu cette conception. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup d'organismes de normalisation se sont un peu opposés au résultat de l'ISO 26000 parce qu'ils préféraient mettre en place des procédures qui vérifiaient, comme on vérifie le processus de l'ISO 9001 ou la 14001. Je reviendrai en détail sur cette question par la suite. Et donc, on a cette opposition. Et puis, évidemment, du côté institutionnel, bah, toute la vision ONU dont j'ai parlé dans la précédente séance, hein, donc le passage de la RSE comme étant un élément de déploiement de politique de développement durable, évidemment, était inclus là. Donc, on se retrouvait au moment de la négociation, vous voyez, avec des positions variées entre les consultants et les organismes de normalisation qui étaient plutôt sur les approches procédurales, processus, les gouvernements et les organisations internationales, évidemment, sur une vision institutionnelle. Et puis, au milieu de tout ça, il y avait les entreprises, les ONG, les consommateurs, les syndicats aussi, hein, donc que j'ai oublié, tiens, je vais les rajouter, les syndicats qui étaient, par exemple, les syndicats étaient évidemment pour les critères de l'OIT et donc plutôt dans une vision institutionnelle. Donc voilà un peu les visions je dirais, qui s'opposent et dans les fondements de la négociation. Alors maintenant, je vais donc laisser la parole à, donc il faut que je change l'écran peut-être, donc à Clémence pour donner les résultats de notre jeu de tout à l'heure. Donc Clémence peut prendre la main. Voilà. Alors. Donc voilà les résultats. Donc on aura donc une partie avec RSE, planète, environnement. Donc ça sera plutôt la partie environnementale, je pense. Et après on a beaucoup de choses plutôt, on va dire du coup sociales, avec égalité homme-femme, humain, salarié, respect, compétences, utilisateur, éthique. Et après il y en a d'autres. Très bien, bah, écoutez, merci de vos contributions. Donc effectivement, je vois que vous avez aussi des visions variées de cet objet compliqué. Ah, ça y est, je ne sais plus où je suis, moi. Vous me voyez? Non, vous ne me voyez plus. Ah, voilà. Alors, je vais reprendre l'écran. Voilà. Montrer mon écran. C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va regarder, je vais replacer sur l'histoire que j'avais tracée dans la séance précédente, replacer les grands éléments clés qui se sont greffés sur ce que je viens de dire, en termes vraiment, cette fois-ci, institutionnels. Alors, on a la préhistoire, si j'ose dire, c'est d'une part donc l'OCDE qui a élaboré des principes directeurs pour les entreprises multinationales, donc alors ce ne sont pas des normes obligatoires, mais c'est effectivement des normes partagés, des principes directeurs, avec tout de même un système de vérification. C'est les ministères des Finances qui ont une cellule où les manquements des multinationales à ces principes peuvent être signalés et pas sanctionnés. Hein, simplement, il y a une name and shame, hein, donc on les nomme et on dit ça c'est pas gentil, mais ça va pas beaucoup plus loin. Mais néanmoins, ça structure quand même une certaine doctrine sur l'approche de la RSE.
Alors, il y a eu plusieurs versions, donc ça a démarré en 74, la dernière étant 2011, qui prend en compte d'ailleurs tous les acquis qui ont eu lieu depuis. Il y a eu aussi dans la partie donc onusienne, dans le système onusien, donc c'est l'ILO, donc c'est l'Organisation internationale du travail, qui, je vous rappelle, tripartite entre les syndicats, les États et les entreprises, qui élabore un certain nombre de principes. Et là aussi, donc, il y a eu donc une déclaration tripartite sur les entreprises multinationales, donc en 77, qui elle aussi a évolué au fur et à mesure du temps jusqu'en des nouveautés en 2017. Donc ça, c'est avant. Vous voyez, on était après Stockholm sur l'environnement, on est dans les années 70. En fait, il y a eu donc, pour la conférence de Rio, donc dont j'avais parlé, l'irruption d'une certaine façon des entreprises comme acteurs pour participer au développement durable. Donc, on n'est plus dans une posture institutionnelle qui impose. Là, il y a les acteurs eux-mêmes, donc avec une commission qui a apporté l'apport des entreprises pour la conférence de Rio, la commission Schmid-Aini, donc le pauvre Schmid-Aini qui a été rattrapé par le fait qu'il avait hérité d'Eternit, d'une entreprise qui avait mal traité les questions d'amiante et donc il a eu beaucoup de problèmes juridiques après. Mais ça, c'est une autre affaire, comme quoi nul n'est parfait. Et donc, c'est la création du World Business Council for Sustainable Development, donc qui est une organisation dont le siège est à Genève et qui réunit des entreprises. Elle a d'ailleurs la caractéristique que c'est les chefs d'entreprise qui sont présents dans cette organisation et qui viennent et pas simplement le délégué au développement durable. Donc c'est une entreprise, une association qui a pignon sur rue et donc qui organise l'engagement des entreprises membres dans le sens du développement durable. Donc ça c'est 90. On arrive au virage dont je vous avais parlé la fois précédente, c'est-à-dire à partir de 97, on se rend compte qu'effectivement les multinationales sont plus puissantes que les États et que donc la régulation publique ne peut pas fonctionner et il faut donc des engagements et donc c'est toute la RSE qui est engagée dans est mobilisée pour pouvoir obtenir les objectifs de développement durable. Avec d'une part la Global Reporting Initiative, donc est une initiative qui avait été prise, donc je donnerai 2-3 éléments de son histoire tout à l'heure, mais qui a été prise donc par le PNUE et par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et une association d'entreprises et a organisé le cadre de référence du reporting environnemental des entreprises. Je donnerai un élément tout à l'heure de contenu. Et puis, donc, la Global Compact, alors le pacte mondial a été une initiative prise par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon à l'époque, excusez-moi, l'Africain, donc le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, et qui a proposé que les entreprises s'engagent sur 9 principes. On a rajouté un 10e sur la corruption ensuite, et donc des principes en matière de droits de l'homme, en matière de approche de précaution, de responsabilité donc environnementale. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments, mais qui sont des éléments, j'allais dire vagues, hein, c'est des engagements un peu généraux et les entreprises devaient s'engager à publier des bonnes pratiques dans chacun des 10 domaines, donc chaque année. Donc bon, l'engagement est quand même assez léger. Jacques Chirac avait donc demandé à un de ses conseillers donc de mobiliser les entreprises. C'est Jérôme Monod, hein, donc qui a appelé les entreprises françaises à demander de signer le pacte mondial en leur disant signer, ça n'engage à rien. Donc voilà. Donc effectivement, il y a eu pas mal d'entreprises françaises qui signaient, mais bon, c'est engager les bonnes pratiques, mais ça n'est pas du tout garantir qu'on ne fait pas de mauvaises pratiques. Mais bon, donc ça a été un engagement et il est piloté directement par le secrétaire général des Nations Unies, un peu en court-circuitant le système onusien, puisque vous voyez, la GRI avait impliqué le PNUE. Donc il y a un peu eu des compétitions entre ces deux processus. Et puis, on arrive à la conférence, alors, Johannesburg, on va dérouler les choses, et c'est en 2005 que l'ISO lance les travaux de l'ISO
26 000. Négociation qui durera 5 ans, à laquelle j'ai participé, je représentais le gouvernement français, donc je donnerai des éléments dans la séance, pas la prochaine, mais celle d'après, plus concret et précis. Alors ça a été un processus qui a permis un peu de faire une synthèse en fait de l'ensemble des positions et de sortir un certain nombre d'éléments nouveaux de doctrine qui ont été repris ensuite par les différents processus. L'Europe a repris des éléments de l'ISO 26000, l'OCDE aussi. Il y a une sorte d'alignement ensuite sur un certain nombre de concepts qui ont été développés dans l'ISO 26000. Alors, ensuite, l'institutionnalisation a continué. J'en avais parlé, je crois, à la séance dernière. Il y a eu à Rio l'option prise par un certain nombre de pays, et dans le paragraphe 47 de la déclaration de Rio, l'idée étant d'intégrer le reporting obligatoire pour les multinationales, donc faire un reporting obligatoire. Donc, vous voyez tout ce qui avait été fait auparavant ici avec la GRI devenant obligatoire pour les pays. Et là, il y a une opposition d'un certain nombre de pays. Et en fait, c'est simplement dans le texte un engagement. Ce serait bien que les entreprises fassent ça, mais pas du tout obligatoire. D'où la constitution d'un club, on appelle ça les amis du paragraphe 47, c'est un peu le jargon onusien. Les amis du paragraphe 47, c'est ceux qui continuent à militer pour le reporting un peu obligatoire. Alors, avec la France en fait partie, il y a le Brésil, il y a enfin quelques pays, et ils continuent à militer pour ce lien-là, avec d'ailleurs un lien plus institutionnel avec la GRI. Et donc, l'idée du reporting comme étant un élément reste actif dans les demandes, mais elle n'est pas inscrite dans les textes. Alors, il y a eu un élément nouveau, évidemment, à Rio, c'était, comme je l'avais expliqué, les objectifs de développement durable. Donc, les objectifs, évidemment, sont des objectifs pour les pays, puisque c'est des engagements des pays à mener des stratégies de développement durable, à déployer les objectifs assignés qui leur est assigné par ces objectifs communs de développement durable. Mais il est recommandé aussi que les entreprises s'y intéressent. Donc, il y a eu un travail qui a été mené pour avoir un guide des entreprises, donc un guide pour l'intégration des ODD dans les stratégies des entreprises. Et ce guide a été co-rédigé par le WBCSD, la Global Reporting Initiative et la Global Compact, qui finalement se sont unis, alors que ce sont un peu des organisations un petit peu en compétition, se sont réunis pour proposer un guide de l'intégration des ODD dans l'action des entreprises. Donc voilà un peu je dirais le panorama onusien qui s'est mis en place sur la question du développement durable, de la RSE, un peu dans l'ensemble de ces composantes, puisqu'on le voit sur les ODD, il brasse l'ensemble des questions environnementales, sociales et de développement. Donc, alors, en revanche, il y a un nouveau, je suis désolé de ces complexités, mais c'est malheureusement comme ça que tout ceci se met en place avec des compétitions entre des acteurs et des processus. On a eu quand même sur la partie finance, reporting extra-financier, il y a eu l'émergence en fait du problème climatique. On aura une séance consacrée à cela, mais qui a démarré en 2006 avec la revue, le rapport Stern. Stern est un économiste britannique et qui a en fait montré que la non prise en compte de la question climatique, c'est-à-dire le coût de la non-action, allait coûter beaucoup plus cher que le coût de l'action. C'est-à-dire que les impacts de la non-action en matière climatique allaient impacter les entreprises, les assureurs évidemment, avec les crises, mais aussi l'ensemble de l'économie. Et que donc, là, il y a eu la montée en puissance de cette question, comment les financiers vont intégrer cette question du climat, mais sous un angle risque-opportunité. Alors, il y a eu le travail d'un organisme qui s'appelle la TCFD, donc la Task Force on Climate Related Financial Disclosure, qui a été donc mis en place dans le cadre du G7 et avec un rapport, etc. Donc, je détaillerai le contenu de ceci. Et cette approche climat, on va la retrouver dans la taxonomie européenne, qui est en fait
un élément normatif et politique est en train de s'élaborer au niveau européen pour dire les fonds verts et les investissements qui peuvent se dire verts doivent répondre à un certain nombre d'enjeux avec une taxonomie. Je détaillerai ceci dans une séance ultérieure. Simplement, la taxonomie envisage de traiter 6 thèmes environnementaux, donc 2 sur le climat, l'adaptation et l'atténuation, et puis l'eau et les ressources, l'économie circulaire, la biodiversité, et donc ces thèmes, ainsi que les droits de l'homme et un certain nombre de normes de l'OIT. Donc voilà un peu l'évolution. Alors c'est un peu en compétition quand même avec cette question onusienne des ODD, mais ça n'est pas sans lien non plus. Mais voilà un peu le panorama d'ensemble de ces questions-là. Alors avant de donner 2-3 éléments complémentaires, est-ce que vous avez des questions ou des éclairages particuliers à demander? Je suis désolé de la complexité, mais c'est à travers tout ceci que s'élabore le droit international et qu'on voit émerger un certain nombre de pratiques et de réseaux. Ils se rapportent à tout cela. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, ça rejoint un peu la question précédente qu'avait posée mon collègue participant. C'est en fait pour moi, RSE voulait dire responsabilité sociale et environnementale, puisque tel que vous le montrez, en fait, il y a l'aspect environnement, développement durable qui est intégré dans cela. Or, on parle de responsabilité sociétale des entreprises. Et ça, il n'y a pas enfin, ça n'indique pas une signification environnementale. Donc pour moi, c'est un peu flou ce terme RSE finalement, parce que pour moi, il manque la définition de l'environnement. Alors, je vous ferai un peu la même réponse ou différemment, mais un peu la même substance que tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est les mots que l'on utilise. Alors, j'ai utilisé ici sociétal des entreprises. C'est vrai que l'ISO 26000, c'était responsabilité sociétale des organisations et donc qui était susceptible de s'appuyer on parle de RSO pour l'ISO 26000. Cette idée responsabilité sociétale, bon, c'est en fait, vous avez plusieurs interprétations de tout cela. Alors on peut discuter pourquoi on utilise tel mot ou tel autre mot, mais pratiquement, il y a je veux dire, les mots recouvrent en fait des réalités différentes pour des acteurs différents et donc c'est pas complètement unifié. Donc j'entends votre propos. Alors RSE est utilisé pour à la fois responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociétale, parce que je vous dis, le PNUE dit responsabilité sociale, RSE pour le PNUE, c'est responsabilité sociale et environnementale. Et du coup, Christian, pour simplifier, est-ce qu'on pourrait schématiser et dire sociétal égale social plus environnemental? Tout à fait, c'est comme ça qu'on l'avait conçu, tout à fait. C'est comme ça qu'on l'avait conçu dans la terminologie l'ISO. Mais dès qu'on retombe sur l'anglais, en anglais c'est social, mais le terme social en anglais recouvre vraiment des questions beaucoup plus larges que souvent le social en français, c'est les conditions de travail et c'est la répartition des revenus, etc. Mais des questions qui sont plus limitées. Donc on est toujours je dirais, dans des approximations ou des mots qui ne disent pas toujours les mêmes choses pour tout le monde. Donc, effectivement, je serais plutôt sur cette interprétation sociétale, c'est social plus environnemental. Mais ça reste un… Oui. Et vous dites que la PNUE propose responsabilité sociale et environnementale. Oui, sociale et environnementale. Alors, ils font la distinction parce que, grosso modo, c'est nous, on s'occupe de l'environnement et c'est chez nous et vous ne venez pas nous ennuyer. Et puis, le social, c'est les autres, c'est l'OIT, etc. Mais vous savez que, par exemple, on se retrouve avec la même logique en France, c'est qu'une organisation comme l'ADEME ne veut pas entendre parler de responsabilité sociétale. Elle est sur l'environnement. Et donc, elle dit, moi, je m'occupe de l'environnement, le développement durable, plus large, etc. Il y a d'autres, je dirais, ça intéresse d'autres organisations que nous. Donc, il y a aussi cette idée un peu des administrations
qui ont leur chez eux. Donc, pour le PNUE, c'est une façon de dire l'environnement, c'est nous. Voilà. Alors maintenant, ils ont été transformés en Organisation mondiale des Nations Unies pour l'environnement. Donc, ils ont le mandat environnement. Et donc, les questions liées au social, c'est autre chose. Et donc, voilà, on revendique l'environnement dans la responsabilité sociale et environnementale. Donc, c'est comme ça que je décrypte un peu hein, les enjeux. Vous savez, il y a des questions qui sont aussi très, très symboliques. Pourquoi, par exemple, on dit le changement des modes de consommation et de production? Il est logique de penser que d'abord, il faut produire et après, on consomme. C'est le cycle des produits, c'est dans ce sens-là. Mais de dire, et on va retrouver dans la littérature des réflexions sur les changements de production et de consommation. Mais quand on dit changement de consommation et de production, ça veut dire qu'implicitement, on se pose d'abord le problème des besoins, d'abord le problème donc est-ce que les besoins sont nécessaires, donc de la frugalité, enfin se poser un certain nombre de questions sur les modes de consommation, et les modes de production doivent être ensuite répondre à ces besoins précédents. Donc vous voyez, il y a des sortes de décryptage derrière les mots qui sont pas toujours simples à comprendre et à suivre, et on ne peut pas utiliser les mots les uns pour les autres. Donc, voilà, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais passer à 2-3 éléments simplement pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble en fait, hein, ces différents textes. Alors voilà par exemple, on ne va pas lire tout en détail, mais voilà les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. Donc c'est un code, comme le dit donc, le préambule, un code de conduite détaillé, non contraignant, que les pays membres de l'OCDE et d'autres ont convenu de promouvoir auprès des grandes entreprises. Donc, vous voyez, on est dans le light, hein, on est dans l'influence, on n'est pas dans la réglementation. Alors, il y a les concepts et principes, il y a les principes généraux, il y a la question de la publication de l'information, et donc c'est tout le problème du reporting, la question des droits de l'homme, l'emploi et les relations professionnelles, l'environnement, la lutte contre la corruption, les intérêts des consommateurs, la science et la technologie, les questions de la concurrence et la fiscalité. Alors, on voit bien qu'on est effectivement sur des questions à la fois environnementales, sociales, mais aussi économiques. C'est-à-dire le mode de fonctionnement du marché, la corruption, la concurrence, etc., sont des questions qui sont intégrées dans cette logique-là. Donc, alors c'est des documents qui sont assez intéressants à lire, hein, parce que ça donne, c'est assez clair hein, tout de même, et ça donne un certain nombre évidemment d'orientations susceptibles d'être appliquées par les multinationales, mais celles qui ne les appliquent pas n'ont pas de sanctions réelles. À l'intérieur de cela, il y a une question très importante aujourd'hui, parce que c'est la question de la responsabilité réelle qu'a une entreprise par rapport à ce qui se passe dans sa chaîne de valeur. C'est une des questions, hein. Il y a eu des procès, d'ailleurs maintenant il commence à y avoir des procès qui rendent responsables les entreprises d'origine, enfin dans la chaîne de valeur ceux qui sont les plus responsables entre guillemets, même si les impacts ont lieu ailleurs que dans leur chaîne de valeur, avec les pétroliers étant responsables aussi des dégagements de gaz à effet de serre qui ont lieu, c'est ceux qui utilisent le pétrole. Donc vous voyez qu'il y a là une évolution. Néanmoins, l'état de l'art est celui du processus de diligence, qui consiste à prendre en compte, donc à identifier et évaluer les impacts négatifs dans les activités, dans la chaîne d'approvisionnement et les relations d'affaires de l'entreprise. Donc il y a regarder l'ensemble du périmètre des activités avec l'amont et l'aval, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et d'identifier donc les impacts négatifs, réparer les dommages, faire cesser, prévenir ou atténuer les impacts négatifs, suivre et mise en œuvre les résultats, et puis communiquer là-dessus. Donc il y a une sorte de boucle de prise en compte effectivement des enjeux. Donc l'obligation, elle est dans l'identification et de dire j'identifie là où sont les éléments clés et comment j'y réponds. Donc ça c'est important. Alors, on va retrouver ce processus de diligence dans l'ISO 26000 et dans d'autres questions, ce qui implique, et d'ailleurs l'OCDE l'a théorisé, que dans une chaîne de valeur, on identifie qu'il y a certains éléments clés, il y a
y a des éléments, des acteurs, des entreprises qui ont une situation clé. Et c'est eux qui ont une sorte de responsabilité sur les impacts et que donc, quand on envisage l'ensemble de la chaîne de valeur, il faut que ces éléments clés de la chaîne de valeur rendent compte de leur performance et donc il y a une sorte de partage de la responsabilité dans la chaîne de valeur dans les questions de reporting. Alors pour nous, au niveau du pôle éco-conception, ce sont des éléments clés puisque on va de plus en plus vers la chaîne de valeur, c'est-à-dire la prendre en compte depuis les matières premières jusqu'à la fin de vie des produits et de regarder l'ensemble de la production et que d'une certaine façon, on doit gérer l'ensemble du produit-service, l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, c'est théorisé et pratique pour les multinationales, mais ça va évidemment percoler sur l'ensemble des acteurs, notamment les entreprises vont demander à des sous-traitants de rendre compte de certains éléments puisque à leur niveau, ils ont des impacts potentiels et donc vous devez rendre compte de ceci. Donc, ces processus de diligence sont très importants dans l'évolution du droit et dans l'évolution des pratiques d'affaires. Et on est dans une phase où ça va être de plus en plus contraignant, cette responsabilité dans la chaîne de valeur. Donc, là aussi, je vous renvoie, de toute façon, on vous donnera accès à toutes les références. Je vous renvoie à la lecture de ces documents qui se lisent, ils existent en français et ça permet quand même de s'imprégner des évolutions à ce niveau-là. Dernier élément, je vais finir donc pour conclure cette histoire de la RSE par, je dirais, la Global Reporting Initiative. J'avais dit qu'elle était un peu clé hein, pour la partie reporting. Il y a l'ISO 26000, mais j'aurai une conférence complètement dédiée à cela. Mais sur la RSE, sur la Global Reporting Initiative, je voudrais juste faire un petit élément historique. C'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a eu une association qui a été créée aux États-Unis qui s'appelle le CERES, donc a été créée suite à la catastrophe de l'Exxon Valdez, qui était un pétrolier qui s'est échoué en Alaska et qui a souillé évidemment et le pétrole sur la banquise, ça se voit. Donc, grosso modo, les entreprises se sont réunies dans cette association pour dire il faut qu'on gère nous-mêmes ces questions-là, qu'il n'y ait plus de catastrophe de ce type-là, parce que ça donnerait trop d'alibi pour le pouvoir fédéral à venir s'occuper de ces questions environnementales dans les entreprises. Donc il y avait une sorte d'engagement à gérer ça nous-mêmes pour pas que l'institution se mette en place. Donc c'était quand même ça le point de départ. Et puis, quand donc le CERES et le PNUE se sont alliés pour fonder cette idée du reporting, donc dans une approche volontaire bien entendu, mais avec quand même cette ambiguïté de départ importante. Alors, il y a eu une première version, la G1 du cadre de reporting qui s'est élaboré à l'époque, plutôt avec des entreprises américaines, mais au fur et à mesure du temps, les entreprises américaines ont traîné les pieds parce que ça évoluait vers quelque chose de contraignant. Et donc, ce sont les entreprises européennes qui se sont engagées de plus en plus sur la Global Reporting Initiative au moment où finalement le siège de l'organisation s'est transféré à Amsterdam et donc est passé du côté américain au côté européen. Et donc, cette organisation s'est constituée petit à petit. Donc, il y a la troisième version a été faite en 2006. Moi, à l'époque, la France avait dicté des normes en matière de reporting des entreprises avec un décret qui disait exactement quels étaient les engagements, les indicateurs. Et la France voulait complètement ignorer le processus de la Global Reporting Initiative. Quand j'étais délégué interministériel, j'avais souhaité effectivement qu'on ait une compatibilité plus grande entre les décrets français en matière de reporting des entreprises et les indicateurs demandés et ceux de la GRI. Et là, j'ai pas réussi. Enfin, c'était trop conflictuel à l'époque. L'administration ne voulait pas entendre parler d'un processus international. Après moi, donc mon successeur est rentré dans le bureau de la GRI et donc a réussi finalement à intégrer la France dans ce processus, donc la GRI, et ensuite la France est restée active. Et donc, au fur et à mesure que ça s'est mis en place, donc ça
il y a une conjonction aussi avec les amis du fameux paragraphe de Rio, et donc les choses se convergent. Mais tout ça pour comprendre qu'il y a aussi un aspect progressif d'évolution et qu'il n'y a rien qui est fixé à l'avance, hein, donc quelque chose qui partait les institutions ne s'en occupent pas pour aller vers quelque chose qui implique beaucoup plus les objectifs institutionnels. Donc il y a eu cette évolution au niveau de la Global Reporting Initiative. Alors, rapidement, hein, les différents termes. Donc, vous avez à la fois un principe, c'est l'identification des parties prenantes. Donc, vous voyez que là, on voit émerger la question des parties prenantes comme étant un élément, l'identification et répondre à leurs attentes et intérêts raisonnables. Donc, il y a cette dimension parties prenantes et présentation de la performance de l'organisation dans le contexte du développement durable. Donc, vous voyez qu'on a les deux approches procédurales, les parties prenantes et l'approche performantielle que j'évoquais tout à l'heure. On va les retrouver ici. On les retrouvera aussi de la même façon dans l'ISO 26000 avec une conjonction un peu de ces deux approches que j'avais opposées tout à l'heure. Alors après, il y a la matérialité, donc qui est comment on arrive à identifier les enjeux les plus importants et que donc on va rendre compte sur ceci, alors qu'il y a une norme que je détaillerai sur la matérialité qui s'appelle le 30029 aujourd'hui, qu'on appelait le SD 21000 dans le temps, au début des années donc 2000, que j'aurai le temps que je pourrais vous décliner, qui permet d'opérationnaliser un peu tout ça de façon pour une PME aussi, à différents niveaux. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de critères, je ne vais pas les lister, toute l'exhaustivité, l'exactitude, l'équilibre, etc., la comparabilité. Donc tous ces principes vont fonder effectivement des rapports avec une déclinaison par type de filière, quels sont les enjeux clés et comment on rapporte dessus. Donc c'est la Global Reporting Initiative. Donc voilà, je vais m'arrêter. Alors si, dernier point, effectivement, j'avais parlé de l'union de WBCSD, de la Global Compact et de la GRI pour faire le compass des objectifs de développement durable, hein, le Sustainable Development Goal Compass. Donc c'est un processus un peu, je dirais, normé, hein, global, c'est-à-dire on comprend, on définit des priorités, on se donne des objectifs, on les intègre dans le management, on rapporte et puis on améliore de façon continue. Donc c'est un principe qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits et là il a été décliné de façon très précise, plus précise pour la prise en compte des ODD. Donc c'est aussi un autre cadre un peu intellectuel d'aborder les problèmes puisqu'on est sur des logiques de mise en œuvre d'objectifs généraux qui ont été définis au niveau des Nations Unies, qu'on va redécliner au niveau des entreprises ou des organisations. Donc voilà, alors je suis désolé d'avoir dressé un panorama aussi complexe en si peu de temps, donc c'est peut-être un peu lourd. S'il faut en garder, donc vous pouvez après retrouver les éléments. Ce qu'il faut garder, c'est qu'il y a quand même différentes initiatives à différents niveaux qui sont prises, qui ont quand même des liens entre elles, mais avec quand même des compétitions et des visions du monde assez différentes. Donc, dans les prochaines conférences, j'aurai l'occasion d'approfondir. Donc, nous sommes ici, hein, donc les premières, c'est le diagnostic, l'action, l'histoire du développement durable. On a fait l'histoire de la RSE aujourd'hui. Dans la séance prochaine, donc le 26 août, on parlera des concepts de développement durable, donc en regardant un peu, alors on a déjà évoqué quelques-uns, mais je systématiserai, on parlera de principe de précaution, d'un certain nombre de questions de ce type-là. Et puis ensuite, pour la responsabilité sociétale, on parlera de la norme ISO 26000. Donc voilà, et après des thèmes qu'on traitera et qu'on approfondira. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors,